Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, on reçoit Isabelle Genet. Bonjour, Isabelle Genet. Salut, Denis. Donc, c'est ça, on est avec Isabelle Genet de Centraide. Isabelle, merci d'avoir accepté l'invitation des Engagés publics. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Je suis contente d'être là. Isabelle, tu es une personnalité de plus en plus présente dans le paysage public. Les gens sont curieux de savoir qui est Isabelle Genet de plus en plus. Cela dit, l'autre fois, je suis tombé sur un article complet sur toi dans le Journal de Québec. Ben oui. Fait que là, je ne sais pas comment tu vis. Il n'y a plus grand-chose à dire, finalement. Tout Ben, est là. on va voir. On va voir. Tu sais, les engagés publics, nous autres, ce qui nous intéresse plus particulièrement, tu sais, oui, on va voir un peu avec toi qui tu es, parce qu'on s'intéresse qui sont les gens qui ont cette pulsion-là, ce goût-là de l'engagement. Mais on va surtout parler de tes motivations, puis de qu'est-ce qui t'amène à t'engager comme ça, puis pourquoi tout ça, c'est important pour toi. Donc voilà, t'as l'ordre du jour à travers tout ça. Donc Isabelle Genet, écoute, t'as ton CV. Là, moi, je commence avec des CV. C'est un gros CV, des distinctions, médaillé du service méritoire de la gouverneure générale du Canada. J'aimerais ça qu'on y revienne là-dessus, que tu nous expliques un peu, mais peut-être pas tout de suite. OK, gardons-le de côté. Ensuite de ça, écoute, en termes de bénévolat, présidente et trésorière cofondatrice de la grande journée des petits entrepreneurs, j'ai l'impression que cet aspect-là, ça, on va s'y attarder un peu parce que c'est pas banal, puis c'est un truc qui semble t'avoir tenu à cœur, puis je pense que tu as carrément fondé, hein? Oui, tout à fait. Ouais. J'appelle ça mon plus beau projet parascolaire de toute ma carrière. Et je dis ça, moi aussi, les projets parascolaires. Donc, administrateur dans des CA, formation, Babson College, qu'on dit, j'imagine que c'est en anglais. Oui, Babson Price, en fait, oui. United Way Worldwide, une autre formation, Advanced Leadership Program. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces études-là? Bien, premièrement, c'est tout ce qui touche au leadership et au management, ça me passionne. Ça me passionne pour le côté humain derrière ça parce que le leadership, c'est quelque chose qu'on te prête. Hein? C'est pas même pas quelque chose qu'on te donne, c'est quelque chose qu'on te prête. Tu l'as pendant un certain temps, il faut que tu le mérites, faut que tu le gardes tant que les autres te le laissent. Et je suis convaincue, et maintenant, je pense que je suis convaincante aussi là-dessus que le leadership, ça se défait en petits morceaux, ça s'enseigne, ça se partage. Donc, c'est des concepts qui sont... Ouais, c'est des affaires un peu floues-mous, là, comme le leadership, la vente, l'entrepreneuriat. Moi, je trouve qu'il y a moyen de décortiquer ça puis faire quelque chose de très scientifique comme approche avec ça. Puis, j'ai fait beaucoup de formations dans cette optique-là. Écoute, je trouve ça fascinant personnellement parce que malgré que j'ai eu la chance de fréquenter des leaders inspirants, des leaders de tous les horizons, c'est la première fois que j'entends la notion que on te le prête. Ah ben oui, parce que tu peux l'échapper facilement. Là. Tu peux ouvre ton l'échapper. journal, tu vas voir, il y a du monde qui s'en Ils l'ont perdu. Mais là, tu ne fais pas référence à aucune actualité. En général. Oui, je parle en général. Non, c'est ça, tu parlais pas du... Non, c'est ton genre. OK. Isabelle aussi, donc, tu as été responsable du secteur des arts numériques, divertissement interactif, directrice développement des affaires chez Québec International. Moi, je pense que je t'ai connu là. Oui, on s'est connu là. J'avais été pitché, j'avais chaud. Exactement, je m'en souviens. Je me souviens même dans quelle salle. Puis il était très bon. Non, il était très bon, oui, ton mais pitch. Ça avait paru, mais moi, je te jure, là, je pense que j'ai pas respiré cette journée-là. J'étais avec Steve Tremblay. Oui, c'est ça. Puis on s'était fait un petit scénario. Puis à un moment donné, je devais dire de quoi à un moment, puis j'étais tellement... T'as figé? Moi, je trouvais que ça avait plus rapport, fait que je le disais pas. Puis lui, Steve, il restait au bout dans le scénario. Mais toi, Denis, as-tu quelque chose à dire? Là, je m'étais dit, waouh, quelle belle première impression j'ai dû faire. Directrice exécutive, le camp incubateur, accélérateur d'entreprises technologiques. Ouais. Donc, toujours un peu autour du numérique. Hein? Beaucoup de numérique, entrepreneuriat, puis autour de tout ce qui est, je vais dire, le fameux mot écosystème, là. Ah, on va le dire 15 fois aujourd'hui. C'est correct, je l'assume, hein? je l'assume. Pour faire grandir quelque chose qui est plus grand que moi, on me le demande souvent, pourquoi tu faisais ça? Pourquoi tu as monté tu allais chercher des financements, puis les premiers millions avec des startups, puis il n'y en avait jamais pour toi? Je ne suis pas meilleure, puis je ne suis pas moins bonne qu'une autre, je suis juste faite de même.
Moi, j'ai besoin de travailler à quelque chose qui est plus grand que moi, puis voir du succès autour de moi. Puis je me l'approprie, là, c'est correct. Là. Je trouve mon bonheur là-dedans. Là. Donc, ça a toujours été autour de ça. Tu es déjà en train de m'expliquer un peu ton goût de l'engagement à travers ça. Hein? Ouais. C'est drôle parce qu'on a un peu tendance on a plus de difficulté à trouver la notion d'engagement et puis les valeurs associées à l'engagement dans un contexte d'affaires. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais encore là, regarde, l'entrepreneuriat, si tu décortiques ça par petits morceaux, n'importe quel entrepreneur, avec un E ou pas, là, va avoir cet engagement-là. C'est très rare. En tout cas, moi, dans ma carrière en entrepreneuriat, là, puis toutes les startups que j'ai coachées, j'ai accompagnées ou que j'ai aidées ou de qui j'ai appris beaucoup, ça a toujours été des gens que c'était jamais juste pour le profit pécunier, mercantile, comme raison première. C'était correct de faire de l'argent aussi, mais il y avait toujours un petit bout de monde qui veulent changer. Pas le monde au complet, mais juste un petit bout. Fait que c'est très proche de l'engagement, l'entrepreneuriat. Là. Ça se rejoint. Là. Ben, c'est une forme d'engagement. 100%. J'en suis de plus en plus convaincu. C'est juste qu'on a de la misère, comme je te dis, on a de la misère à cause justement de ce petit volet pécunier-là. Ben là, on a tendance à le classer autrement qu'un engagement. Tu sais, quand on a aux engagés publics commencé à ouvrir, on a reçu par exemple Carl-Frédéric Dessel, par exemple. Qui est excessivement engagé. T'sais, aujourd'hui, on va dire, c'est ridicule. Il fait des affaires, là. Il y a de penser qu'on a pu se demander si c'était pertinent. Aujourd'hui, ça nous semble ridicule, mais ça a été quand même un questionnement. Parce qu'on avait des politiciens, on avait des gens qui étaient en bénévolat, genre, toutes sortes d'engagements. Puis là, on s'est dit, OK, ouais, des gens d'affaires. Hein? Tu me convaincs encore plus maintenant. Vice-présidente, ben, OK, ouais, c'est ça. Tu as commencé par être vice-présidente Québec Chaudière-Appalaches. Ça fait combien de temps que tu es chez Centraide? C'est ma 6e année, là. Ma 6e campagne, en fait. Ouais. Tu étais chez Centraide avant de faire avant de devenir PDG? Non. Oui, j'imagine. Mais avant de... tu as été chez Centraide avant de lancer la grande journée des petits entrepreneurs. Non, hein, parce la que grande journée, ça fait 10 ans. Ça fait longtemps. Oui, ça fait 10 ans. Ça, c'est la grande journée, là, c'était une conversation, moi puis Mathieu Ouellet, un soir où est-ce qu'on se parlait sur Messenger, puis on se parlait d'entrepreneuriat, puis à un moment donné, il dit « ce serait donc bien le fun, faire comme quand on était petit, tu sais. » Quand on faisait, mettons, la limonade des enfants, tu faisais tout ça, toi, l'été. Je dis, oh oui, moi, je faisais ça. Je vendais des billets pour un concert de piano parce que moi, j'ai une famille de musiciens, alors qu'il n'y avait pas de concert d'organiser, mais je vendais les billets d'avance. Puis j'avertissais ma mère après qu'on avait un concert organisé. Mais ça reste que c'était juste une conversation comme ça. Puis on a dit, oui, mais il faudrait que ça soit toute la même journée. OK, on l'essaye-tu. C'est aussi niaiseux que ça, là. Puis après ça, là, on s'est mis à réfléchir un peu plus. On n'est pas resté niaiseux, on est devenu plus intelligent. Puis on a monté le projet. Puis là, il y a d'autres gens qui se sont joints, évidemment. Moi, dans mon réseau, j'ai connu ça, je pense, par Karine Lesage, ou je ne sais plus trop, la grande journée des petits entrepreneurs. Il y a tellement de monde qui ont adopté ce truc-là, c'est génial. C'était 6 000 enfants la dernière Peux-tu nous l'expliquer, c'est quoi, là, exactement? Oui, c'est une journée dans l'année, l'été, où est-ce que des enfants de 5 à 12, bon là, maintenant, on étire un petit peu, là, plus que 12 ans, font leur propre commerce devant leur maison. Il y a aussi des rassemblements, là, parce que là, avec le temps, ça a changé, puis ça a évolué. Plus souvent qu'une fois par année. Il y a plein de bénévoles qui organisent de faire la journée de la grande... C'est pas juste en avant des maisons, c'est ça, je veux dire, par rassemblement. Là. Des fois, il y a une cour d'école où est-ce que là, il y a plein de petits kiosques. Ça devient comme un petit marché des petits entrepreneurs. Fait qu'il y en a partout dans la province. On en a même un peu dans l'Ontario. La francophonie en Ontario. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Puis c'est encore impliqué, là. Je vais toujours être cofondatrice. C'est des règlements généraux. Je peux pas disparaître. As-tu encore des... là, je suis en train de regarder voir si je ne ferais pas un petit retour sur CA. Là. On est en train de discuter, mais c'est parce que je ne peux pas capable de m'éloigner de tout ça. La question, c'est juste une question de temps. Hein. On parlait d'engagement, là. 24 heures dans une journée. Puis, non, c'est débile. Tu as parlé de Mathieu Ouellet. Qui est Mathieu Ouellet? Mathieu Ouellet, c'est le cofondateur de la Grande Journée des petits entrepreneurs, un gars qui vient du milieu du web, du numérique dans la région de Québec, qui est bien connu aussi. Bon, on le salue. Puis là, maintenant, on est là aujourd'hui pour parler de ça, entre autres. Tu es présidente directrice générale de Centraide. Là, on dit Centraide Québec Chaudière-Appalaches. Oui. C'est quoi ce regroupement-là? Juste pour le fait qu'on comprenne. Pourquoi vous... On peut comprendre aisément, mais explique-nous quand même. Il y a 11 centraides au Québec. Ah, voilà. OK. Donc, chaque centraide est indépendant avec son propre conseil d'administration. Ah, OK. Donc, le plus gros au Québec, c'est Montréal. Ensuite, c'est nous.
Québec Chaudière-Appalaches. Nous, on s'est fusionné avec Bas-Saint-Laurent en 2019 pour des raisons administratives. Là. On fait encore 2 campagnes séparées. On lève l'argent au Bas-Saint-Laurent, on l'investit là. Même chose pour Québec Chaudière-Appalaches, mais on a tout ramené la poutine interne à Québec pour leur donner une chance au Bas-Saint-Laurent. Là. Les reçus d'impôts, tout ça, on fait tout ça à Québec là, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais ils ont leur CA. Non. On est un seul CA, donc tout ce qui est administratif, c'est juste qu'on fait 2 campagnes séparées. Bien, ça veut dire qu'on pourrait quasiment dire Centre-Aide, Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est pas juste ça fait long un peu. Écoute, je savais même pas ça. Isabelle, c'est la première question des engagés publics. On n'y échappe pas. On veut savoir, on veut apprendre à connaître les gens. On veut apprendre à connaître qui sont ces gens qui s'engagent. Parle-nous un petit peu de toi, là, en dehors du travail puis de toutes ces journées super occupées. Là. Je suis une maman de 3 enfants. Je suis une musicienne de formation. Je suis une passionnée de musique baroque, entre autres. Bach est mon maître. Bach. C'est vers lui que je me retourne tout le temps. Donc, c'est ma méditation, hein, la musique et le piano. J'ai 2 grands-enfants qui sont partis de la maison maintenant. Un qui travaille pour Frima Studio, une entreprise de gaming à Québec, mais tous les 2 vivent à Montréal. Puis ma fille qui travaille pour IBM en intelligence artificielle. Oh. Donc, les 2, c'est ça, ils sont dans une industrie bien novatrice, mettons. Puis mon plus jeune qui a 12 ans, qui vient de rentrer au secondaire. Donc, j'ai fait 2 fournées d'enfants. Et sinon, on est une famille de skieurs. On aime bien gros l'hiver. J'arrête pas. C'était drôle parce que je disais toujours, moi puis mon sang viking, parce que moi, j'haïs la chaleur, j'haïs l'été. Puis, une année, mes enfants, ils m'ont donné comme cadeau, tu sais, le 23andMe, là, l'affaire que tu envoies ta salive puis ils font ton ADN. Ouais. Ben, c'était vrai. J'ai du sang viking pour vrai. Je te jure, je l'ai su. Norvégien. Écoute, là, j'ai de quoi en tête, puis tu dis que tu tripes sur Bach, que ma joie demeure. Connais-tu ce spectacle-là d'Alexandre Astier? Non. OK. Je fais rien que dire ça, OK? Tout le monde à la maison. Que ma joie demeure. Que ma joie demeure. D'accord. Allez voir ça. Mais ça me dit quelque chose. Oui, allez voir ça. Là, j'espère. Je n'irai pas fouiller sur Google. Là, tu as eu le goût de le faire tout de suite. Il faudrait quasiment le faire parce que là, des fois, des fois les fils se touchent, puis là, je suis en train de me dire, j'espère que c'est pas un autre compositeur. Mais. Non, mais je suis pas mal confiant. Que ma joie demeure, oui, mais le spectacle que ma joie demeure, ça me dit rien. De Alexandre Astier, c'est celui qui a créé Kaamelott. Oui, Kaamelott, je sais c'est qui. Oui, Alexandre. Ben, c'est-tu quoi, je pense? Je vais te le laisser. Je l'ai en DVD. Okay. Je pense que c'est la seule façon de le trouver. Okay. Je vais te le laisser tantôt avant que tu partes. Non, moi, je suis une fan de Perceval dans Kaamelott, d'ailleurs. Si jamais je comprends pas qu'est-ce que tu me dis, je vais te répondre c'est pas faux. Puis ça devrait bien aller. Parfait. Tu connais la botte secrète. Oui. Mais là, on partira pas là-dessus parce que moi aussi, je suis un gros fan de Kaamelott. Puis c'est ça, faut pas me partir là-dessus. Écoute, tu nous en as parlé en quelque sorte, hein, ton parcours entrepreneurial. Mais ce que j'ai accroché quand tu nous disais ça tantôt, c'est tu dis j'ai contribué au succès de beaucoup de monde, ou en tout cas, j'ai jamais organisé les choses. Puis les gens me disaient, ouais, mais il me semble que tu lèves des fonds, mais pas pour toi. Explique-nous donc cette notion-là. J'ai eu une école de musique. Là, j'ai enseigné le piano, moi, puis j'étais ma propre entrepreneur et tout. Mais rapidement, quand je suis arrivée en développement économique, je me suis rendu compte à quel point c'est donc bien le fun de partir un gros mouvement, de partir à quelque chose, d'aller chercher ce qui se fait de meilleur le plus possible ailleurs et ici, mettre ça ensemble, puis le mettre au service d'une communauté, je vais appeler ça comme ça. Puis au départ, avec le camp, c'était ça. C'est aller chercher les meilleurs pour aller faire du vrai développement d'affaires. C'est quoi, comment qu'on fait du développement d'affaires pour une start-up ou une scale-up quand tu es, mettons, à New York versus Sao Paulo versus Palo Alto versus Bordeaux. C'est pas la même game. Il faut aller chercher des gens qui t'aident à faire ça. Puis parallèlement à ça, aller chercher du financement, faire une rampe de seed dans toutes ces villes-là, ou juste ici, en général, c'est ici, avec le Love Money, ça commence ici, mais après ça, quand tu commences à aller développer ailleurs, c'est aussi très différent. Puis, au fond, quand tu analyses ça un petit peu, là, ou en tout cas, moi, quand je m'auto-analyse, là, je me dis, c'est l'humain, puis toutes les différentes facettes de l'humain qui sont tripantes là-dedans. Mm-hmm. Tu sais, parlant d'entrepreneur qui est quelqu'un, mettons, super introverti, qui a développé sa techno et tout, puis qui se dit, moi, j'ai de la misère à aller développer, puis de le convaincre de dire, va te chercher une grande gueule là, qui va devenir ton CEO, là, puis tu vas voir, c'est ça que tu veux. Toi, tu veux devenir CTO, puis tu le sais pas encore. Ou, tu sais, il y a toute une façon d'approcher ça, là, fait que c'était vraiment fascinant. J'ai toujours beaucoup aimé ça. C'était intéressant, puis c'est un volet qu'on n'a pas souvent couvert aux engagés publics, mais qui est absolument essentiel. C'est toute la notion d'organisation, de capacité à organiser, à générer de l'adhésion.
mais aussi à mobiliser. Puis, je serais curieux de t'entendre, parce qu'on parle souvent, on parle avec des décideurs, on parle avec des leaders. Est-ce que c'est un volet que est-ce que c'est quelque chose ça occupe quel pourcentage de ce que tu dois mettre en place, le volet mobilisation? 90. C'est malade. C'est pas à peu près juste ça. Que ce soit à l'interne, dans nos équipes, que ce soit avec des bénévoles chez Centraide pour nous aider à aller... Parce qu'on s'entend dessus qu'aller chercher 20 millions à chaque année, là, ça se fait pas tout seul. Hein? Ouais. Fait qu'on a 5 000 bénévoles. Pression. Pour aller chercher l'adhésion des organismes communautaires dans toute la rigueur puis la reddition de comptes qu'on demande, de mobiliser un conseil d'administration, de mobiliser des gens dans le grand public qui se posent c'est quoi cette affaire-là, Centraide? J'ai vu le logo, là, puis ils nous mêlent avec la Croix-Rouge, puis on comprend, là, on le sait, là, des fois que c'est mélange. C'est quoi que ça fait pour vrai, Centraide? C'est pas de la faute du monde qui ne comprenne pas. Non, pas du tout. Fait qu'il faut sortir. Donc, je te dirais, c'est 90 de ma job, c'est ça, c'est de la mobilisation tout le temps. C'est fou parce que, tu sais, les engagés publics, on est des geeks de politique. Puis en politique, tout le monde veut être stratège. Tout le monde veut être à haut niveau. Mais quand vient le temps de mobber, hein, c'est ça qu'on dit, whoop! C'est pas la même game. Là, il n'y a plus personne. Tout le monde est... Ben, c'est vrai. Puis ça, c'est une des choses que tu apprends aussi quand tu deviens un poste de PDG, c'est que tu es le seul ou la seule employée d'un conseil d'administration. Moi, j'ai la chance inouïe chez Centraide d'avoir un conseil d'administration qui représente la communauté. Donc, c'est assez facile. Ça fait un beau cercle. T'sais, c'est la communauté qui est mon boss, finalement. Mais tu apprends ça... C'est rough, là, au début, là. T'es plus sûr, là. Moi, j'ai pas de patron, je peux pas me revirer de bord. En même temps, il faut que je donne l'exemple. En tout cas, c'est une chaise au début qui est pas si simple que ça, là. Tu peux pas tout inventer. C'est quoi? C'est des mentors? Comment ça fonctionne? Le truc... Pour aller chercher... C'est d'être 100% transparent avec, entre autres, un exécutif de conseil d'administration. Il faut que tu connaisses tes gens sur ton conseil d'administration, puis ton président ou ta présidente, les gens qui sont sur le comité de gouvernance, il faut leur dire d'emblée ça. Voici dans quoi je suis bonne, dans quoi je suis forte, dans quoi je suis moins bonne, dans ça, j'aurais besoin d'aide et tout. Normalement, c'est eux qui t'embauchent, fait qu'ils savent un peu, là. Ils ont quand même passé les entrevues, là, mais c'est la seule façon d'être. C'est la vérité, c'est ça la solution. La vérité puis la transparence. Voilà. C'est ce qui permet de travailler sans avoir une pression trop forte sur ses épaules, à quelque part. Hein? Non, puis en même temps, tu sais, j'aime ça, moi, la pression. Là. Je ne serais pas cette chaise-là. Mais... Sinon, je trouverais ça plate. Là. Ouais. J'ai besoin d'avoir un Everest à monter à chaque année. Tu sais, le 20 millions à chaque année, ben oui, mais c'est le fun. 20 millions par année, on peut appeler ça un Everest. Oui, puis d'avoir des exigences, puis d'avoir... c'est pas rien, là, le conseil d'administration de Centraide, puis les demandes, tu sais, on doit ça à la communauté. Il y a 90 000 personnes à Québec qui décident de nous donner de l'argent. Il y en a déjà qui partent sur leur paye pour l'impôt, là. Puis ils font le choix d'en rajouter parce qu'ils croient au filet social du communautaire. Moi, je les représente, ces gens-là. Quand je m'assois en avant de la ministre Rouleau, quand je parle à d'autres donateurs, quand je parle aux organismes, je sens cette responsabilité-là, puis je la trouve importante. J'ai une question qui a surgi. Ça fait quelques jours que je sais qu'on va se rencontrer, puis je voyais passer vos publicités, puis je voyais passer les grands thèmes de vos campagnes. Puis là, je regardais ça, puis je me disais, hey, ces thèmes-là, là, c'est les défis du gouvernement. Puis là, je me suis dit, c'est quoi, jusqu'à quel point Centraide a le mandat de se substituer au rôle que le gouvernement doit avoir dans un contexte de filet social? Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, dans le contexte actuel, où là, ça craque de partout, puis c'est moi qui le dis, OK, j'étais pas oublié. Tu fais quoi? C'est que là, je veux dire, c'est quand même toi qui Centraide, en tout cas, qui est la première porte souvent à laquelle les organisations vont aller cogner pour avoir... Parce qu'eux-mêmes, ça cogne. En fait, vous êtes la deuxième porte. Ouais. Les organisations dans la rue... La file est en avant de leur porte. Puis ils se retournent de bord et ils viennent nous voir. Merci. Mais la première question que tu viens de poser, là, c'est-à-dire, c'est quoi la place de la philanthropie versus les politiques publiques? C'est une des plus grandes questions que tout le milieu de la philanthropie se pose présentement et depuis plusieurs années. On a toutes des réponses partielles ou complètes. Le gouvernement se pose les mêmes questions aussi. Ils s'attendent à avoir... Puis là, il faut faire attention quand on y va dans la philanthropie globale. Tu sais, nous, les Centraides, on appelle ça des fondations publiques. Autrement dit, c'est monsieur, madame, tout le monde qui met de l'argent dedans. Mm-hmm. Il y a des fondations privées. Fondation Saputo, mettons, c'est la famille Saputo. La fondation Marcel et Jean Coutu, c'est la famille Jean Coutu qui met de l'argent là.
le gouvernement regarde toute la philanthropie au complet, puis il essaie d'aller chercher, voir de quelle façon on peut bien collaborer. Où est-ce que c'est les politiques publiques, où est-ce que la philanthropie peut avoir un apport. Avec raison. Ils ont raison de nous mettre dans l'équation. Nous autres, de notre côté, le mot d'ordre des centraides, c'est on ne peut jamais, jamais remplacer les politiques publiques et les gouvernements. C'est impossible. Ça n'aurait pas d'allure. Ça voudrait dire que tout ce qu'on met du côté impôt fonctionne... moyennement. C'est ça. Donc, puis d'un autre côté, il faut faire attention. Un don à une fondation publique comme Centraide, on a quand même un retour d'impôt dessus. Donc, il y a quand même une participation du gouvernement aussi. Oui, il y a quand même une participation. Mais moi, ma réponse à ça, c'est on ne peut pas tout régler financièrement, mais on doit participer à la discussion. Et c'est pour ça j'étais sur un panel au sommet de l'itinérance. C'est pour ça qu'on rencontre les ministres, les sous-ministres pour leur parler des enjeux qu'on a. La ministre Rouleau va déposer une politique de lutte à la pauvreté là, qui est plus que due à être renouvelée. Elle a fait une grande tournée. On a pris le temps de s'asseoir. On est arrivé, on était préparés. Il a proposé une espèce de grosse formule de lutte à la pauvreté. C'est pas une formule magique, on s'entend. Ça ferait longtemps qu'elle serait sortie si elle existait. Là. Mais qu'on met de l'avant, vraiment, on s'est dit, la lutte à la pauvreté pour Centraide, c'est quoi? C'est avoir des vraies actions du côté du logement. Donc, plus de logement social et logement abordable. Augmenter les revenus des personnes à plus faible revenu, puis multiplier tout ça par l'action communautaire. Ça se décline en plein d'actions, bien évidemment, là. Et c'est vraiment inspiré aussi de ce qui se fait ailleurs. Maintenant, c'est long, c'est complexe faire ça. Fait qu'on va toujours avoir notre rôle, les centraides et la philanthropie. Puis quand je dis les centraides et la philanthropie, c'est toi puis moi, là, je veux dire, c'est 90 000 personnes qui donnent, là, je veux dire. Moi, j'ai fait mon don. Merci, Denis. Mais ça reste que, tu sais, c'est pas... ça va toujours avoir sa place, ça. Mais, tu sais, la Finlande a éliminé l'itinérance. Ils ont commencé en 1985. Je veux dire, là, si on a un vrai bon plan de lutte à la pauvreté... pas s'attendre que dans 18 mois, tout va être réglé non plus. Là. Des fois, je t'ai vu dans des prises de parole où j'étais surpris de voir que tu avais quand même un ton assez incisif parfois. Mm-hmm. Tu es un peu dur avec le gouvernement. Je voudrais pas toujours... oups, on va... Tu sais, c'est ça. Ben, je trouve qu'il faut les placer. Quand on a l'information directe du terrain, là, de 225 organismes communautaires, des maisons des jeunes qui tiennent avec du duct tape dans des fenêtres, là, puis qu'on met vraiment des sous, puis nous autres, on la prend la pression sur nos épaules à faire on les finance aux 3 ans, puis nous autres, on fait des campagnes à chaque année, là, fait que c'est nous autres qui prenons la pression, puis on est bien fiers de le faire, puis on va continuer à le faire, là. Ça reste qu'on a beaucoup de vraies données, puis des fois, je trouve que dans les politiques publiques, c'est difficile d'avoir des engagements courageux sur du plus long terme. Ceci dit, je les admire, là, les élus, là, vraiment. Puis je leur dis, quand je les croise, je leur dis, et je les remercie, je ne ferai jamais ça, moi. Ah ouais? Hein? Bonne question. Ça, je n'avais pas eu besoin de la poser. Jamais. J'ai pas la carapace assez épaisse pour ça. Oublie ça. Ils ont tous et toute mon admiration. Vraiment. À cause de l'exposition publique? Oui, à cause de l'exposition publique, à cause de l'accès... entre autres avec ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux dans les dernières années. Ah oui. Je trouve que c'est pas humain. Ouais, c'est difficile. On a juste regardé les statistiques. Tu as vu le nombre de maires et mairesses qui ont démissionné dans les gouvernements municipaux. C'est dur en tabarouette. Là. C'est pas facile ce qu'ils font. Là. L'autre fois, le maire de Québec en a lu quelques-uns. Hein? Oui. Ça fait mal, hein? Oui, ben écoute, c'est un dossier que je connais. J'ai eu l'occasion de faire même une petite conférence auprès de l'Union des municipalités là-dessus, sur la façon, comment gérer les trolls. Vous irez voir ça, c'est sur mon YouTube à moi, pas sur le YouTube des engagés publics. Je me suis permis, j'ai bifurqué un peu, mais je voulais savoir, parce que tu me parlais de gouvernement, puis j'étais curieux de t'entendre. Je trouvais que tu as un ton courageux. C'est drôle parce que tu as amené la notion. C'est un très beau compliment parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Du courage, c'est pas dire n'importe quoi, n'importe comment tout le temps. Non, c'est ça. C'est que même si tu as une opinion puis tu la tiens, même quand ça devient un peu inconfortable, tu es capable de la placer. Avec des mots, évidemment, respectueux. Là, mais... Exactement. Voilà. Tu peux être diplomate. Tu peux rester diplomate en étant courageux. Pourquoi Centraide? En fait, je vais te parler avant que tu répondes à la question. On a tout le temps j'ai entendu ça souvent, puis je te dis, moi-même, je me rappelle, je pense que j'ai déjà dit ça en 2013. Je me souviens d'avoir dit ça
Comment qu'elle s'appelait, donc? Ah, Colin. En tout cas, la femme qui s'occupait de la campagne Centraide où je travaillais, moi, j'étais chez New Run. Elle m'avait... elle faisait elle travaillait très fort pour ramasser que les dons aillent vers Centraide, tout ça. Puis moi, j'avais dit, moi, je vais choisir mon organisation. Moi, je vais faire mon don direct à une organisation. J'avais envie de choisir... pourquoi on s'en... Premièrement, puis là, je mixe cette question-là. Hein? Pourquoi toi, tu as choisi Centraide? Puis pourquoi nous, comme donateurs, on devrait choisir Centraide et non pas... C'est la même raison pour les deux. C'est la même raison pour les deux. C'est que l'exemple que tu viens de donner, là, c'est exactement ce à quoi ça sert Centraide. Si, avec tout notre cœur, notre bonne volonté, notre intelligence, parce que quand tu as dit ça, tu n'étais pas en train de bouder dans ton coin, puis ton quotient intellectuel n'était pas coupé de moitié, tu avais toute ta tête. Oui, j'avais toute ma tête. Tu n'avais pas de mauvaise volonté puis de mauvaise foi. Et si on fait tous et tout ça, c'est documenté par Imagine Canada qu'on va couvrir à peu près 10-12 des causes qui sont soutenues par Centraide, des organismes. Parce que, mon exemple typique, c'est il y a presque personne qui va se lever un matin et va dire hey, moi, ma cause, c'est les hommes polytoxicomanes violents. Ou moi, ma cause, c'est les femmes qui vivent dans la rue puis qui travaillent dans le milieu de la prostitution. Puis si on les aide pas, on va tout perdre, toute la gang. Fait que le but, c'est de dire, ce qu'on fait, c'est que d'autres, on parle tout le temps de la lutte aux inégalités sociales. Hein, souvent, c'est la pauvreté, mais c'est les inégalités sociales, le fondement. Là. Puis on l'image comme un escalier roulant, ça. C'est comme un gros escalier roulant. Ceux qui sont en haut de l'escalier, c'est les plus privilégiés, qui n'ont rien volé à personne. Là. Je reviens à mon entrepreneuriat de tantôt. On n'est pas fâchés contre eux autres. Tu as travaillé fort, tu as gagné, pas de problème. Mais tu es en haut. Puis ton escalier roulant, il va vers le haut. Puis quand tu es en bas, tu es quelqu'un qui, par exemple, est un petit bonhomme comme Charles à 4 ans qui a des enjeux, des troubles de développement de langage, mais ses parents n'ont pas les moyens de l'amener au privé. Mais lui, il est dans l'escalier roulant, mais l'escalier roulant, il descend. Il faut qu'il travaille 2 fois plus fort pour monter. Au final, ce qu'on veut, c'est pas faire descendre ceux qui sont en haut. Ce qu'on veut, c'est juste réparer l'escalier roulant. Parce que tout le monde va être gagnant. Si le petit Charles réussit à monter, il va devenir un employé peut-être chez, je sais pas moi, n'importe où, chez Desjardins. Il va contribuer à la société. Il va contribuer à la société. On est tous gagnants si on fait ça. Fait que c'est pour ça que Centraide est fondamental. Il y en a, je ne sais pas combien d'organismes qu'on soutient, qui s'ils étaient assis autour de la table ici avec nous, ils diraient « Moi, je n'ai pas le temps là, de commencer à lever. Le travail, ça prendrait pour avoir mon 75 000 que j'ai là, de Centraide. Là. Ça me prendrait quasiment quelqu'un à temps plein pour le faire. Puis comment je vais faire ça? Moi, je suis le groupe d'aide aux personnes impulsives. Je fais de la thérapie pour les hommes violents. On m'a dit qu'avant de réussir à lever 75 000, ça va être tough, là. Tu sais, dans l'esprit des gens. Alors que nous, on a la capacité de mobiliser les gens puis d'exprimer puis d'expliquer pourquoi c'est important de faire ça. C'est comme un pool. Hein? C'était carrément un pool. Mais pas juste un pool d'argent, c'est un pool de ressources. Voilà. Avec des spécialistes. Parce qu'on ne fait pas juste non plus envoyer des chèques, là, Centraide. Non, mais je veux dire, mais même, ce que je veux dire par là, c'est pour collecter, pour faire de la collecte. Oui. Mais organiser ça, mais aussi analyser comment doit être distribué. Oui, parce que c'est pas moi qui décide ça, puis c'est pas moi puis mon équipe. Là. C'est 77 bénévoles de la région de Québec. C'est des citoyens de Québec qui donnent du temps puis qui analysent toutes les demandes. Tu as fait un balado dernièrement qui s'appelle « Aux causes sociales » dans l'épisode 4. C'est très, très bien expliqué. Oui, la culture du don, ça s'appelle cet épisode-là. Puis on l'explique clairement comment on distribue les fonds. Puis c'est pour ça que tu as choisi toi-même Centraide. Oui, vraiment. J'ai choisi Centraide pour cette largeur-là, cette ampleur-là de la mission, puis c'est la profondeur aussi, hein, ce que je viens de dire, là, par rapport à ceux qui sont les bénévoles qui analysent et tout, là, toute la puis la reddition de compte qui est demandée et tout. Fait que ça, c'est une des raisons. Puis aussi, bon, écoute, j'ai eu... à cette époque-là, c'est Bruno Marchand qui est venu me voir pour me convaincre de venir me joindre à son équipe. Ah, je savais pas. Oui. Puis on a eu un super beau contact, là, vraiment, là, quelqu'un d'extraordinaire que j'aurais croisé dans ma carrière. Là, fait que ça aussi, ça a joué. Puis Bruno Marchand, c'est lui donc qui t'a allé te chercher pour que tu... Attends, ton CV est ici. C'était pour que je sois vice-présidente du développement. Vice-présidente. Ouais. Ça, c'était la colonne des revenus. Vice-présidente de la colonne des revenus, en fait. C'était ça. OK.
Hey, écoute, j'ai même pas effleuré. J'ai tout préparé plein de belles questions, oui. mesdames et messieurs. Puis là, on est déjà quasiment... On est à une demi-heure. Je te l'ai dit, ça va vite. Ouais, ça va vite. Puis j'ai fait 4 questions, mais j'ai pas l'impression qu'on a quand même eu le temps de dire des choses importantes, je pense. Hey, laisse-moi juste regarder. Je veux juste être sûr qu'on va prioriser les meilleurs thèmes là, dans le cadre de ça. En fait, c'est drôle parce que tantôt, tu as parlé, je te disais, il y a des thèmes qui semblent appartenir ou la responsabilité du syndicat, du gouvernement. Excuse-moi, c'est l'actualité qui me. Oui, c'est ça, la grève qui me. D'être la responsabilité. Puis tantôt, tu parlais de logement, mais il y a aussi un de vos points qui est super important, qui est la santé mentale. Mm-hmm. Puis là, ça me semble évident, mais j'aimerais ça quand même que tu prennes la peine de nous l'expliquer parce que, justement, encore une fois, on a l'impression que, coudonc, ça, c'est pas le mandat de la santé. Non, en fait, c'est que dans les organismes qu'on soutient, tous les organismes ont une mission de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Fait évidemment qu'il y a des organismes de soutien en santé mentale. Donc, on est en dehors du système de la santé. Là. Mais un bon exemple d'un organisme qu'on soutient qui fait ça, c'est la Boussole, par exemple. Okay? Donc, la Boussole, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident les familles et les proches des gens qui ont des grands enjeux de santé mentale. Fait que ça, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est dans la rue et qui dort sur un banc de parc là, qui va aller faire... ton... Je suis en train de me mordre les lèvres. Continue, je t'écoute. Donc, cet organisme-là est vraiment, oui, c'est ça, est en train de... Il aide du côté de la santé mentale. Mais il y a quand même un enjeu depuis la pandémie, là. Les jeunes qui ont eu à aller à l'école à distance, pas d'école pendant un moment, avant de les rattraper, ça va prendre un moment. Puis là, on a vu tous les enjeux de santé mentale qui ont explosé vraiment. Qu'est-ce que tu appelles les rattraper? Bien, il y en a qui ont pris des retards du côté des apprentissages. Il y a des ados qui ont décroché. Il y en a d'autres qui se sont sentis complètement perdus. La dernière enquête de la santé publique, c'était sur... je ne vais pas me tromper, là. C'est qu'ils ont fait une enquête sur l'état de santé mentale des 12 à 25 ans. Donc, ça, c'était il y a à peu près 1 an ou 2. La santé publique a sorti que 1 jeune sur 4 entre 12 et 25 ans au Québec, donc c'est pour la province, aimerait mieux se voir mort que vivant. Ben voyons. Ça fait ça un petit peu, là, ça. Là. Combien? 1 sur 4. C'est quand qu'ils ont... Il y a à peu près 1 an de ça. Tabarnak. Ça fait que, tu sais, de se dire qu'on n'a pas d'enjeu de santé mentale à se préoccuper, que tout devrait passer par plus de psychologues ou d'accès en psychiatrie. Je pense pas que c'est ça, moi. Je pense que ça prend une communauté plus forte. Je pense qu'il faut outiller les parents. Il faut que les gens arrêtent d'être stressés pour mettre... Tu sais, avant de commencer à te soucier de « me semble qu'il ne file pas mon jeune », bien, il faut que tu aies de la bouffe sur la table. Il faut que tu aies de la... Oui, il y a comme une base. Tu sais, un être humain, c'est 360 degrés, là. Je veux dire, c'est pas juste une problématique, là. Donc, c'est pour ça que les enjeux de santé mentale ont une si grande incidence et sont aussi une conséquence des enjeux de pauvreté et d'exclusion sociale. Fait que oui, c'est un discours qu'on porte beaucoup, puis c'est vraiment important. Quand tu as du stress constant, profond, à toujours te demander si tu vas perdre ton logement ou si tu vas avoir quelque chose à mettre dans la boîte à lunch chez les enfants qui ont mal à la tête quand ils arrivent de l'école, à un moment donné, ça touche ta santé mentale. C'est sûr. C'est pas un choix. C'est drôle parce que ce mot-là, c'est un de vos mots. Oui. La pauvreté, c'est pas un choix. C'est pas un choix. Tu nais avec un certain coffre à outils. Il y en a qui en ont plus que d'autres dedans. Puis il y en a qui se font voler des outils en cours de route. Un enfant qui est abusé, là, il se fait voler des outils. Une femme qui se ramasse avec un mari violent puis qui sauve, si elle a réussi à le faire avec ses enfants puis il est debout en plein milieu de la nuit puis qui s'en va à la Hawaï ou qui s'en va à des autres organismes, des refuges, nous autres qu'on soutient, elle s'est fait voler des outils, elle aussi. Fait que c'est pas vrai que demain matin, ces gens-là, ils sont capables tout d'un coup de dire « Bon, ben là, à cette heure que je suis sortie de là, je vais me trouver une job, je vais faire ci. » C'est long de se reconstruire. Fait que la pauvreté qui vient avec, c'est pas un choix. Donc, le stéréotype là, du bougon, là, il existe pratiquement pas. Il existe dans une marge d'erreur. C'est pas vrai, ça. Ouais. Fait que les gens qui sont inaptes au travail, là, c'est l'espèce de phrase qu'on entend, tout, là, c'est des vrais êtres humains, ça. C'est pas vrai
qu'ils veulent juste profiter c'est pas de la du fraude. système. Là. Les gens, en général, là, ils ont besoin de dignité. Ils veulent être fiers d'eux, puis quand ils se regardent dans le miroir, puis ils veulent contribuer. Puis les gens qui ne peuvent pas présentement aller travailler, puis qui sont à un seuil de revenus très, très, très précaire, c'est pas par choix. C'est un cercle vicieux, hein? Ah oui, c'est ce que je comprends. Il y avait un article, je suis tombée là-dessus, imagine, dans Protégez-vous, il y avait un article sur la pauvreté. Tu sais, quand on dit qu'on en parle partout, puis c'est rendu vraiment, vraiment un enjeu. C'était un journaliste qui disait, c'est long de se sortir de la pauvreté. Il s'appelle Mathieu Charlebois. Puis il disait, tu sais, quand tu as été pauvre pendant longtemps, tu n'as pas réussi à mettre de l'argent de côté, tu n'as pas réussi à peut-être acquérir une propriété, créer de l'actif et tout. Fait que tu es en retard tout le temps, surtout même quand tu as réussi à t'en sortir. Mais il faisait aussi des parallèles avec 2 personnes assistées sociales présentement qui ont le revenu minimum pour une personne seule. S'ils se disent, hey, on va se mettre coloc, ça va aider, on va payer le loyer à 2, ils se font couper leurs prestations. Ouais. C'est comme pogné là-dedans. c'est pas parce que tu veux profiter du système, c'est parce que justement, tu veux t'en sortir, te trouver une job puis faire d'autres choses. Fait qu'il faut enlever ces préjugés-là. L'autre chose ça touche l'aspect des préjugés qu'on entend beaucoup de ce temps-là, puis c'est une phrase qui m'a marqué. Puis l'autre fois, j'ai entendu, je pense, c'est dans... je pense justement, faut que je le dévoile. Là. J'ai travaillé sur le balado que je parlais tantôt, OK, parce que si je fais semblant que non, t'étais producteur, tu nous as aidé beaucoup. Merci beaucoup d'ailleurs. Mais c'est pas pour ça que j'en parle. Là, c'est juste pour dire, c'est parce que là, j'ai entendu quoi encore une fois pendant... écoute, je veux dire, écoutez ça, sans blague, là, allez écouter ça. Là, c'est excessivement riche. Bon, parce que j'ai eu la chance d'un peu travailler dessus. Mais nos invités sont extraordinaires. C'était malade. Là, je veux dire, c'est capoté. Là. Quel bon casting que vous avez fait, c'est malade. Puis il y a une de vos invités à un moment donné puis moi, cette phrase-là, je l'avais, je me disais, puis on l'entend, c'est dans l'air du temps, la pauvreté a changé de visage. Mm-hmm. Puis là, t'as une de tes invités qui a dit, elle n'a pas changé de visage, elle est plus présente. Ouais. On la voit plus. Ouais. Puis là, après ça, c'est sûr, c'était pour nous amener, de nous défaire du stéréotype, puis de dire que quelqu'un qui arrive dans une belle voiture pour aller se prendre un repas dans un frigidaire. Un frigo partage. Un frigo partage, merci. Ben, y a-tu le droit? Ouais. C'était toutes ces notions-là. Mais là, j'aimerais ça te lancer là-dessus. C'est ce changement de visage-là de la pauvreté. Bien, ce qui parle le plus, là, quand on explique c'est quoi ce visage de la pauvreté qui a changé, là, c'est de dire, l'exemple que tu viens de donner, une petite famille qui arrive on a une des plusieurs banques alimentaires qu'on soutient, qui est dans le coin de Beauport, qui nous ont dit ça. Ils ont dit, là, qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, on a des critères. Tu sais, les gens qui arrivent pour la première fois, ils viennent s'asseoir avec un intervenant, puis ils expliquent, voici mes revenus et tout. Puis là, en général, ils vont dire, parfait. Alors, tu as le droit à l'aide alimentaire, mettons, 2 fois par mois, puis pour à peu près tant de... Oui, c'est parce qu'il y a des limites de denrées. Ensuite, il faut qu'ils contrôlent un peu. Donc, je comprends. Les priorités. C'est pas juste ça, c'est que des fois, ça donne l'occasion à l'intervenant ou l'intervenante de voir d'autres choses, puis d'aider sur d'autres choses. Ah, c'est le fun. Fait qu'il y a tout ça qui est derrière. Ils peuvent amener leur expertise pour aider de façon. C'est que là, ils nous ont appelés puis ils nous ont dit, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Là, ils arrivent en SUV. C'est une petite famille qui arrive en SUV. Qu'est-ce que je fais? Des aides. Des aides quand même. Des aides, puis on va s'en parler, puis on va, tu sais, puis ils ont acheté leur... Puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens qui arrivent avec des revenus d'emploi, des petites familles avec des enfants qui arrivent dans des banques alimentaires. Puis là, je parle de banques alimentaires, mais tu sais, en soutien, en santé mentale, c'est la même chose. En papa trop lente pour aller briser l'isolement des aînés. Et ça aussi, ça a beaucoup changé. C'est plus la même chose. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Bien, en fait, quand les aînés qui sont très, très isolés, ce qui est arrivé, c'est que souvent, pendant la pandémie, il y a beaucoup de plus grands déserts alimentaires. Là, je parle beaucoup d'aliments et d'insécurité alimentaire, mais il y a bien d'autres choses que ça, mais parlons-en quand même. C'est des gens qui n'avaient pas accès à aller avoir une épicerie. Il y a une seule épicerie dans un petit village à Saint-Pascal, mettons, puis là, l'épicerie ferme. C'est arrivé, ça, pendant la pandémie. Ça fait que là, il y avait des bénévoles qui faisaient plus de kilométrage pour aller porter un peu de papa trop lente. Ça veut dire des petits repas préparés. Puis ils arrivaient, puis il y avait parfois des histoires d'horreur avec des personnes âgées qui étaient à la limite de ce qu'ils pouvaient endurer dans leur cœur et dans leur tête parce qu'ils étaient complètement isolés. Il n'y avait plus personne qui venait les voir. « Ah, mais on va te contaminer. Ah, ben là, il n'y avait plus de bénévoles. Il n'y avait plus, tu sais...
Ça fait qu'on est... Ça a beaucoup changé les choses. Beaucoup, beaucoup changé les choses. Puis les organismes eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Eux autres, ils se lèvent le matin pour aider les gens à s'en sortir. Ils se remontent les manches, puis ils travaillent plus fort, puis ils font plus d'heures. Puis même s'ils perdent ils ont des enjeux de main-d'œuvre, eux autres aussi, là, de pénurie de main-d'œuvre, bien, ils travaillent plus fort, puis ils le font plus, puis ils ouvrent les services et tout. Fait qu'ils sont pas mal épuisés. Ils sont pas mal épuisés. C'est... on la mesure pas. On les mesure pas l'ampleur. On mesure pas l'ampleur de ce que ça représente, hein, à quel point tout ça est... T'as dit tantôt 360, là, les impacts transversaux, tout ça. Donc, c'est ça, puis, mais, fait que oui, quand même, on le voit plus, mais il y en a un nouveau. En fait, il y a plus de gens qui peuvent sembler en mesure de combler leurs besoins eux-mêmes qui se retrouvent dans des situations précaires. En fait, c'est que c'est une partie de ce qu'on appelait auparavant la classe moyenne. Là. Je vais y aller comme une échelle, là, même si j'aime pas ça mettre des êtres humains là-dedans, dans des catégories, là, mais dans le bas de la classe moyenne, là, ils ont basculé dans la pauvreté avec l'inflation. Parce que là, on est sorti de la pandémie, mais là, il y a une autre crise. Là. C'est quoi? C'est l'inflation puis les enjeux de santé mentale. Tu sais, je veux dire, les féminicides, là, c'est épouvantable, là, puis ça diminue pas. C'était 1 à 2 par semaine, à un moment donné. Ben voilà, puis ça diminue pas. Puis c'est ça, c'est justement, souvent des hommes qui auraient eu besoin de beaucoup d'aide bien avant. Puis voilà, on arrive à ça. Il y a cette notion-là, hein, ça m'amène à parler du leadership au féminin. Mm-hmm. C'est drôle, là, tu vas trouver le lien peut-être douteux, mais non. Non, mais parlons-en de féminisme. Moi, j'aime ça, dire que je suis féministe. C'est ça la vraie thématique. En fait, c'est ça. Est-ce que c'est une façon, ce que tu viens de nous dire là, de aussi pouvoir exercer une forme de féminisme? Le milieu communautaire est féministe. Que ce soit les hommes ou les femmes qui œuvrent en très grande majorité, ou sinon tous et toutes, ils sont féministes. Les hommes dans le milieu communautaire, c'est des alliés, sont très au fait de ces enjeux-là. Fait que, tu sais, être dans ce milieu-là, t'as pas besoin de te chicaner avec du monde qui dit, moi, je suis pour les leaders femmes, mais j'aime pas ça, le mot féministe. Hey, assume-toi. Oui, OK, c'est ça. Bon, parfait. Féministe, là, c'est correct. Là. C'est quoi être féministe? Des fois, je fais des blagues avec ça. Je parlais de ça avec mon équipe il n'y a pas si longtemps que ça, là, ce matin, en fait. Quand je me fais poser comme ça, comme question, c'est quoi être féministe? Là, j'aimerais ça trouver le mot. Donc, c'est la parité, c'est l'équité à tout prix. C'est pas de discrimination envers les femmes. Parce qu'il y en a de la discrimination encore. Puis c'est ça, être féministe. Puis que ce soit un gars ou une fille, tu peux l'être féministe. Quels sont les groupes les plus représentés dans les clientèles qui sont en besoin? Dépendant des différents besoins, là, je dirais que du côté des banques alimentaires et des besoins de base, là, se loger, se vêtir, se nourrir, se déplacer, là, c'est les 4 besoins de base. C'est beaucoup les mamans monoparentales. Beaucoup, beaucoup. Dans l'exclusion, puis l'exclusion sociale des aînés, là, il va y avoir un peu plus de femmes, mais ça, c'est parce que les femmes vivent plus vieilles, là. Fait que, tu arrives à... La statistique parle d'elle-même, c'est que souvent, l'homme du couple va mourir un peu plus jeune, puis la femme se retrouve toute seule, donc elle va avoir plus. Fait que souvent, ça va être les groupes plus représentés. Évidemment, du côté de la violence faite aux femmes, c'est... Les femmes en toxicomanie, mais les femmes autochtones, c'est 2 fois pire. Les femmes issues de l'immigration, c'est 2 fois pire aussi du côté de la pauvreté. Fait que, tu sais, c'est tout... Ça s'appelle l'intersectorialité, là, ça. C'est quand tu rajoutes 2-3 couches d'affaires, là, où est-ce que tu te fais enlever des outils dans ton coffre à outils, ou tu n'es pas parti avec les mêmes privilèges, même s'ils sont injustes, là. Parce que de ne pas être né au Canada, c'est pas une mauvaise chose. Mais ça va te donner un petit peu plus de cailloux dans ton pack-sac à traîner si on regarde les statistiques présentement. Il faut que ça change, là. Je suis pas en train de dire que c'est correct, mais il faut que ça change. Mais c'est quand même quelque chose qui fait que tu pars pas. C'est ce qui m'a marqué, moi, pour les nouveaux arrivants. Un des éléments qui a un impact important sur les injustices, puis tu parles d'outils qui sont pas présents, c'est les réseaux. Quand tu arrives ici, tu connais personne. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, même les orphelins ici ont un réseau, tu sais. Puis c'est qui les seuls qui sont capables d'aider? C'est les organismes communautaires. Tout le temps. C'est malade. J'ai l'impression. Où est-ce que tu te vires de bord? Tu t'en vas au tremplin. Tu t'en vas à l'accueil des immigrants. Tu t'en vas à... C'est incroyable comment que la plupart des défis qu'on a sont tous rattachés
à ce que vous faites? C'est les organismes collectivement, là, je parle comme collectivité. On fait Isabelle, ça c'est moi qui te le demande, là. Je te le demande personnellement. J'aimerais ça que tu reconsidères ta décision d'aller en politique. Ah, t'es bien gentil. Non, il n'y a pas grand-chose à faire. T'es pas obligé de répondre, là. J'ai pas obligé de répondre, là, OK? Il fallait garder ça en tête. Puis quand vous rencontrez Isabelle, parlez-y, s'il vous plaît, OK? Demandez-lui. Pas obligé de répondre, Isabelle, mais s'il te plaît, pourrais-tu considérer poursuivre ton implication lorsque tu auras terminé ton chemin chez Centraide? C'est quoi? On en fait tous et toutes de la politique. Puis on a tous une capacité d'influence. Moi, je pense que la chaise que j'occupe pour les compétences puis les capacités que moi j'ai, dans mes limites à moi, c'est probablement la meilleure chaise pour faire le mieux que je peux faire pour ça. Comment tu fais pour faire le pont entre... Okay, t'es la big boss. T'es la big boss. Comment tu fais pour faire le pont entre, justement, la tête de l'organisation et le plancher? C'est facile. C'est facile. Ben oui, c'est facile. Parce que j'ai engagé juste du monde qui sont meilleurs que moi. Pour vrai, là, je suis pas en train de dire ça parce que ça fait bien de dire ça. Il y en a une qui est là, puis c'est vrai. Là. C'est une machine de guerre, Marie-Christine Simard. Mais j'ai juste... Marie-Christine Simard. Oui. Mais j'ai juste engagé... Quand tu es chef d'orchestre, je vais faire ma musicienne, tu n'es pas supposé être virtuose dans chaque instrument. Ben moi, ma job, c'est ça. C'est de mettre des virtuoses aux bonnes places. Ce que ça fait, c'est que ça te permet de réfléchir au bon niveau puis de donner de la place aux autres parce que tu peux faire confiance parce qu'ils sont meilleurs que toi de toute façon dans ce qu'ils font. Puis quand tu commences à trouver que tu déconnectes un peu, ben tu iras voir notre dernier post LinkedIn. Tu vas me voir avec un filet sur la tête en train de faire de la soupe aux légumes à la baraque. Tu vas sur le plancher. Ben, ou on va faire notre réunion de direction chez Moisson Québec. C'est ça qu'on fait. Parce qu'il faut... C'est ça qu'il faut faire. Il faut être dedans tout le temps. Connecte. Ouais. Merci beaucoup. Je t'avais dit que ça allait aller vite. Ça fait 46 minutes qu'on parle. On est bon. Merci beaucoup. Merci à toi, Denis. Isabelle, je trouve qu'on a fait un bon pont. On est revenu sur des aspects... une belle boucle. On est revenu sur des aspects de leadership. Donc, merci beaucoup, Isabelle Genet. Ça fait plaisir. Merci, Denis. Merci aussi à vous qui êtes à l'écoute de cette entrevue. Oui, on en a, c'est varié, hein, nos entrevues. Il y en a beaucoup de ce temps-là, profitez-en. À chaque fois, je finis les entrevues un peu complètement flabbergasté. Moi, il faut que je continue ma journée après ça. Fait que, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis on se reparle lors d'un prochain épisode.